Welcome to my Instagram live from 3 p.m. And today I have another guest, and my guest for today is Defustel Joko. He's a designer I met at Petit Uomo, and what he does and everything I will leave up to him. But I want to say something before we start. This conversation will be a lot in French, but I will try to translate, but mostly it will be in French, okay? Now we'll connect. Takes a few minutes. Hello, Defustel, bonjour. Bonjour, bonjour Mijan, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien, merci, ça va Ok. très bien. Voilà, ça a pris un peu de temps, mais on est là. Oui, On se oui, connecte. oui. Voilà. Je pense que, voilà, si tu recules un peu, je te vois plus. Si j'avance ou si je recule? Si tu recules un peu, comme Ah, ça, tu es plus dans l'image aussi. ok, Voilà. C'est parfait comme ça. super. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, je t'en prie. Oui. J'ai dit à tout le monde on va faire la conversation en français hein, parce que c'est plus facile. OK? Ah oui, oui, d'accord, comme ça ils ne sont pas choqués. Okay. So we will do the conversation in French so that for the other one, I will try to translate here and there a few words. OK? Euh, Defuscal, est-ce que tu peux un peu expliquer pour les gens qui suivent déjà actuellement qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que moi, j'ai dit designer, mais designer comprend beaucoup plus que ça. Que tu Oui, fais. bien sûr. Disons que j'ai commencé il y a Mm. 7-8 ans dans Oui, l'industrie comme blogueur oui, à Milan, Florence, pour le Petit Uomo, tout ça. Et puis, un peu au fur et à mesure de collaboration avec les marques, je suis passé un peu plus du côté capsule, collection capsule. Et puis, à force de le faire, j'ai commencé moi aussi à imaginer, on va dire, des modèles euh, oui, que depuis peut-être 3 ans aujourd'hui. Donc, je me considère aujourd'hui plus comme designer, comme quelqu'un qui imagine des collections, des modèles oui, et fait exécuter par des marques. Et à côté de ça, je suis aussi, comme disent les Italiens, testimonial pour donc, une sorte d'égérie comme ça pour d'autres marques, mhm, pour beaucoup d'autres marques. Et en même temps, je sais de pont entre le marché italien et le marché africain. Donc, c'est aussi le côté business de la chose. Et également, je suis très impliqué dans l'humanitaire. Donc, je me considère comme quelqu'un qui tend la main aux autres, donc une sorte de, je ne sais pas si je vais dire philanthrope, parce que quelque part c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, oui. mais c'est un peu le cas à travers la fondation de Fustel. J'essaye comme ça d'impacter ou du moins de changer aussi un peu les choses à Oui. mon niveau, d'améliorer un peu les conditions des gens à mon niveau. Ok. Voilà. Et ça se passe exactement comment? Parce que tu dis comme philanthrope, comme impacter les gens, c'est en Belgique, en Afrique, c'est où? Explique. Ben, disons que c'est beaucoup plus en Afrique, c'est beaucoup plus en Afrique que les actions se déroulent au niveau des jeunes filles en les Mhm. soutenant dans leurs études, en leur offrant des bourses Oui. financières pour poursuivre leurs études à un niveau élevé, universitaire, Mhm. en soutenant un centre pour handicapés dans un village au Cameroun que je soutiens de manière permanente. C'est un centre de 30 pensionnaires Oui. handicapés physiques, mentales, souvent, donc, bref, des personnes qui sont diminuées Oui. que je soutiens. Et à travers la fondation de Fustel, je suis aussi le parrain de la section couture du lycée de mon village. Félicitations, incroyable. C'est des Ah, choses qu'on n'attend pas parce que moi, si je pense à De Fustel, je pense surtout au côté designer, influenceur. C'est surtout ce côté-là. Qu'on voit, oui, on s'est rencontrés au Petit, hein, si oui, si oui, je me oui, souviens très bien. C'est oui. là où on s'est rencontrés. J'explique un peu c'est quoi le Petit Homo, parce qu'il y a des gens qui suivent et qui ne connaissent pas vraiment. Dans le Petit Homo, on dit un fashion trade, c'est comme on dit ça comment en français encore, un fashion fair. C'est une foire.
Oui, c'est une foire, ou plutôt on peut dire une exposition de plusieurs marques de designers euh, à Florence, Florence même, que ça se passe. Il y a des milliers allez, de brands qui vont chaque fois pour exposer. Et il y a deux façons, hein. Il y a cette façon-là qui est la foire, et puis l'autre, c'est plutôt, on peut dire, c'est les designers ou les grandes maisons qui disent on présente une collection à travers une présentation ou un défilé de mode qui s'est fait sur différents locations, endroits plutôt à travers Florence. C'est Ouais, exact, hein? exactement, Oui. exactement. Oui. Donc, c'est une rencontre entre créateurs et acheteurs. Voilà. Et à côté de ça, il y a des événements en off hein, à travers la ville, un peu partout de Florence. Et c'est 2 fois par an, hein, Mijan. Donc, on a été, on a hiver. Et c'est vraiment le salon de mode masculin le plus prestigieux et le plus important au monde. Exactement. Voilà. Et oui, et comme tu es habillé, comme stylé aujourd'hui, c'est par exemple le chapeau et tout ça, c'est même une des allez, spécificités de là-bas du petit homo, si je. Oui, oui, c'est ça, parce que c'est un peu, les gens disent qu'au Petit Momo, on fait et on défait les tendances du vestiaire masculin. Oui, Et quand on parle de vestiaire masculin, on sait que le chapeau, hein, un couvre-chef en tout cas, c'est un élément incontournable du vestiaire masculin. Voilà, donc c'est ça, donc c'est un élément symbolique. Tu vas voir le mur partout, c'est plein de chapeaux, plein de choses comme ça, qui renvoient un peu à, euh, aux éléments de style homme italien ou sartorial, quoi, si on et peut. c'est nulle part dans le monde qu'on se retrouve comme là-bas. C'est un événement, on dit, 2 fois par an qui est plus spécifique, qui vise l'homme aussi à Oui, s'habiller, à se. Qu'on dit, oui, oui. L'homme, disons que le petit homo, justement, il y a homo dedans, ça vise l'homme, mais tu as le petit donna qui vise la femme, tu as le petit bimbo qui est le salon pour enfants, et tu as le petit fragrance qui est consacré à tout ce qui est parfumerie, encens, parfum d'intérieur, tout ça. Donc, vraiment, le petit, c'est tout un concept, c'est toute une organisation, Petit Imagine, qui embrasse tous les spectres, tous les différents segments de la mode, de l'enfant jusqu'à la femme et jusqu'à l'homme et jusqu'au parfum. Donc, tout ça, on retrouve autour de l'organisation du Petit Imagine, quoi. Exact. Et même là aussi, tu as figuré, tu as même fait la une d'une des magazines pour aller la présentation l'annonce plutôt de la foire, non? Oui, c'était il y a, ça fait aujourd'hui 3 ans, je crois. J'avais fait, mais déjà en 2017, j'avais eu un très beau, j'avais fait la une de Corriere della Sera, mais l'édition de Milan. Mhm. L'édition de Milan, et c'était une très belle une que j'avais fait. Et ça, c'était en septembre 2017. Et puis après, je pense quelques mois après, j'ai eu le cover de Player Magazine, donc à Florence, lors du Petit Homo. Et c'était assez, voilà, c'était assez bizarre d'arriver et puis de voir tous ces magazines un peu partout, sur les différents stands, et puis de voir son image, quoi. C'était Oui. assez, oui. Et c'était en même temps mon premier petit, Ah, c'était oui. mon tout premier. Et puis quand j'ai vu, j'ai dit, ben, Ah, incroyable. ah oui, Et c'était ton tout premier. Ah oui, d'accord, ok. c'était mon tout premier. Et c'est aussi, ça m'a fait aussi penser par la suite, parce que comme je t'ai vu figurer là-dessus, et puis j'ai dit, ben, il y a tellement de designers, il dit, je veux aller voir peut-être un designer africain qui expose, qui fait un défilé, quoi que ce soit. J'ai cherché, jusque que tu m'as dit cette année, on s'est vu en janvier, je suis allé, et quand j'ai vu que tu m'as dit, je vais participer, je vais faire une présentation, je suis extrêmement venu parce que je dis, j'ai cherché, et ça n'a pas été évident de trouver un Africain qui organise, qui fait une présentation sur le petit. Oui, en fait, mais je me suis toujours dit que, personnellement, j'ai toujours dit que l'homme, l'être humain doit chercher sa place. Mhm. L'être humain doit se lever et se battre pour ce qu'il veut avoir.
Quand je suis arrivé au Piti, naturellement, je suis arrivé comme tout le monde, comme quelqu'un de curieux, quelqu'un qui voulait voir, comprendre les choses. Et une fois que j'ai compris, je me suis dit, OK, qu'est-ce que moi je peux faire, moi, pour vraiment être présent. Pas présent en tant que spectateur, mais présent en tant qu'acteur de l'événement. Parce que c'est des hommes comme, c'est des personnes humaines comme toi et moi qui conçoivent ça. Donc, nous aussi, on peut venir mettre notre touche pour faire grandir l'événement, pour donner une autre coloration à l'événement. Donc, c'est pour ça que j'ai initié le Sartorial Cocktail, qui se passe également chaque fois en marge du Piti et qui est repris dans le calendrier officiel de l'événement. Je peux t'interrompre un peu vite. Est-ce que tu peux un peu expliquer? Moi, je comprends, mais il y a parfois des gens qui disent, nous, on utilise des termes et des trucs que les autres ne comprennent pas vraiment. Est-ce que tu peux expliquer? Oui, disons que, alors, lors du Piti Womo, comme lors du Festival de Cannes, ça c'est quand même un événement connu dans le monde entier, il y a toujours des événements en off dans la ville, un peu partout, comme le Festival d'Avignon. Il y a le festival dans le cadre même, on va dire, officiel, mais à côté de ça, dans toute la ville, il y a d'autres événements. Et c'est dans ce cadre-là, c'est la même chose pour le Piti Womo. Il y a à Forteza d'Abasso l'événement central qui se passe, mais à côté, les marques, les personnes individuelles initient des événements à l'intérieur de la ville, dans la ville de Florence, soit pour présenter des collections pour des marques qui ne peuvent pas être à l'intérieur du Piti, soit pour organiser des salons de renforcement de capacité, de réflexion même sur les tendances. Voilà. Donc, plein d'événements comme ça qui sont autour dans la ville de Florence, mais qui tournent autour du Piti Womo. Et c'est donc comme ça depuis aujourd'hui 2 ans et demi que j'ai initié le Sartorial Cocktail, qui est un événement porté justement par la fondation que j'ai créée, l'association que j'ai créée, mais qui parle de mode également et qui parle aussi également d'humanitaire. Vraiment, de dire que nous ne pouvons pas, dans notre milieu qui est si beau, mais en même temps superficiel et en même temps loin des gens, nous ne pouvons pas agir sans avoir le regard tourné vers les autres, donc vers les gens voilà, qui sont dans le besoin, que nous le voyons, nous connaissons. C'est donc comme ça que j'ai initié le Sartorial Cocktail, qui donne également la possibilité à certaines marques d'exposer, soit des marques avec qui j'ai travaillé en co-branding, soit des marques avec lesquels je n'ai pas travaillé, mais qui ne peuvent pas exposer dans le petit même, parce que ça coûte cher, je leur donne la possibilité d'exposer à mon événement qui se passe tout juste à côté du Palais du Piti. Donc c'est un peu ça, mais ce n'est pas le seul événement, il y en a beaucoup d'autres. Et le mien, comme d'autres événements, sont repris dans le calendrier officiel des événements hors du palais, mais dans la ville et qui gravitent autour du Piti. Et l'endroit est vraiment magnifique. C'est là où je suis venu voir ta présentation. Hein. Oui, c'est ça, Okay. en effet. Oui, oui, c'est là Voilà. où tu es venu, justement. Exact. Et là aussi, ça me ramène exactement aussi à ta collection, à ce que tu fais, ce que tu as présenté là-bas. C'était une collection de sacs pour hommes Exact. et femmes, mais je vais te laisser expliquer comme c'est ton produit et que tu connais. Oui, disons que c'était, comme vous voyez, accroché sur le mur derrière. Il y a un exemplaire, mais d'autres sont là-bas par terre. C'est des échantillons, donc c'est des samples. Tu peux peut-être en prendre un que je peux Oui, voir ou pas? oui. Qu'on peut voir tous. Alors, Salut Chris, salut Glam, salut David. Voilà. voilà. Gloria, Je peux prendre bonjour. ça. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? On parlait. Voilà. Donc, ici, donc ça, on a un exemplaire d'un backpack qui est tout enfin, tout de couleur noire, comme vous voyez, mais c'est fait en lamelles d'anguille. Donc, c'est fait en peau d'anguille. Donc, c'est vraiment des lamelles, comme vous voyez ici, c'est des lamelles qui sont mises côte à côte et cousues de l'intérieur. Donc, Et tout ça est donne, vraiment en anguille et qui est... ça brille aussi un peu. Ça donne vraiment une couleur. Oui, oui, mais tu vois l'anguille, hein, c'est un peu brillant comme ça. Oui, oui. Le poisson lui-même, il est un peu brillant comme ça. Voilà, c'est le même rendu qu'on a ici, en fait. C'est vraiment le même rendu.
qu'on a ici. Et vraiment, c'est une peau solide et en même temps très douce et très soyeuse au toucher, en fait. Oui. Voilà. Et aussi, Donc, le sac, tu as aussi travaillé d'une manière assez spéciale. Tu as la couleur noire à l'extérieur, mais l'intérieur est aussi particulièrement beau. C'est ce que j'ai vu oui, quand je suis venu voir. oui, c'est ça, tu vois. On a ici là un marron foncé, mais vraiment très beau, des belles finitions, hein, comme les gens peuvent voir. Oui. Voilà, donc c'est superbement exécuté. Et il y a homme, il y a femme. Voilà, il y a également une ceinture, mais toujours avec en anguille, hein, toujours, hein. Voilà, la Oui. même matière, avec Oui, la même voilà. Tu matière. peux la monter un peu plus haut, comme ça on voit. Parce que ici, je vois Oui, la oui, ceinture, qui est très beau. oui. Voilà. Oui, Là, voilà. on est vraiment dans la même matière. Voilà. Et on en a encore, on en a beaucoup. On en a à Cronin, on en a là par terre. Donc, on a fait 8 exemplaires, donc 4 exemplaires femmes et 4 exemplaires hommes. Mhm. Voilà. Donc, généralement, c'est toujours comme ça que je procède. Donc, je fais hommes et femmes, toujours, mais Ensemble. vraiment oui, des toutes petites collections capsules, Oui. puisque je le fais tous les 6 mois. Je le fais tous les 6 mois. Tous les 6 mois, il faut faire quelque chose. Il faut... Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait et que tu as vu, hein, qu'on a Oui, présenté exact. juste. Et c'est vraiment en harmonie, parce que quand on voit les sacs, c'est comme si l'homme et la femme, ça va ensemble. Ils peuvent sortir Oui, ensemble et ils ont chacun à son sac. C'est ce qu'on voit aussi. Et ce que j'aimais vraiment, c'est aussi l'intérieur. Il est coloré, il y a une couleur qui vraiment qui donne envie plutôt. Donc oui, c'est oui. 2 couleurs, hein, que tu as à l'intérieur. Oui, il y a 2 couleurs. Il y a le rouge noir, il y a le marron foncé. Et donc, c'est vraiment sur les 3 couleurs qu'on a travaillé, quoi. Donc, Oui. rouge, noir et marron foncé. Et aussi, ton sac, parce que moi, je sais un peu, c'est un sac que tu sors avec, qu'est-ce qu'on peut lui mettre dedans comme idée? Parce que je pense que quand tu dessines, tu as une idée derrière, tu dis, OK, je conçois le sac pour tel truc. Je te laisse expliquer, parce que sinon... Oui, je pense que généralement, j'ai l'habitude de dire que une création doit répondre à un besoin. Tu sais, par exemple, quand je créais ces lunettes, par exemple, euh, que j'ai fait pour morphologie nasale noire, ok, Oui. ça, mais c'est parce que justement, nous les Blacks, comme on a un squelette nasal beaucoup plus prononcé, Mhm. sur le marché, on a parfois toujours du mal, pas tout le monde, mais certains, la majorité, on a souvent du mal à trouver des lunettes adaptées. Donc c'est pour ça que j'étais parti, ça c'était le début du travail, hein. Donc il y a 3 ans. Donc ça c'était les moules que j'avais fait, voilà. Donc j'étais Oui, parti de ma propre forme nasale pour aboutir à ce travail final. exact. Oui, Voilà. Mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que personnellement, je pense que la création doit aussi répondre à un besoin, à un oui, besoin. Donc quand on fait un sac, ben, naturellement, euh, le segment qu'on vise, si c'est par exemple pour du business, si c'est pour du business, ben, il faudrait que l'homme, le businessman, ait un outil pratique avec lui. Donc c'est pour ça qu'ici, il y a une anse qui est faite oui. pour pouvoir insérer le sac sur le trolley. Pour Ah un oui, businessman, c'est pratique d'avoir son sac accroché sur le trolley quand il va d'aéroport en aéroport. exact. Voilà. Oui, comme pour moi, quand je voyage de Fashion Week à Fashion Week, très Ex- intéressant. Exactement. Tu veux être pratique, tu veux des choses pratiques. À l'intérieur également, naturellement, alors il faut bien penser l'intérieur, ça c'est fondamental. Alors, euh, aujourd'hui, on marche avec un MacBook Air, ok, tout Oui, petit. Il faut que ça puisse rentrer. Il faut que le téléphone, que tu aies accès à ton GSM sans trop te tracasser parce que aujourd'hui, les boarding pass sont sur le téléphone. Donc, quand tu le exact. cherches à l'aéroport, tu dois l'avoir tout près de toi. Donc, c'est pour ça qu'il est prévu une toute petite poche à côté pour laisser le téléphone, pour ne pas aller chercher le téléphone. Voilà. Donc, en fait,
on doit réfléchir au côté, à la praticabilité dans le produit, au confort et à la durabilité. Donc, bons matériaux, pratique, confort. Ça, c'est les trois éléments quand on crée. Oui. Et la durabilité, hein, confort, Oui, durabilité. absolument. Et Oui, la là aussi, ça, durabilité, absolument. Tu n'as pas besoin, tu n'as pas envie de mettre, je ne sais pas moi, 400, 500 euros dans un sac comme ça, et 2 ans après ou 3 ans après, tu es en train d'acheter un deuxième. Non, tu veux c'est pour ça. acheter un sac comme ça pour 10 ans. Oui. Et aussi, on revient là aussi dans la mode actuelle où ce qu'on dit, on veut avoir des produits qui sont plus durables. On a assez de déchets comme ça et c'est comme ça aussi avec les produits qu'on conçoit ou que vous conçoyez, que ce soit aussi durable dans ce cadre-là. Durable, écologique. J'ai entendu plein de trucs positifs qui Oui, correspondent absolument. à ce Parce que contexte-là. tu sais, c'est très rare. Maintenant, ça commence à monter. Mais la peau de poisson, les gens n'utilisent pas la peau de poisson. Généralement, ça va à la poubelle. Ça va dans les déchetteries. Parce qu'on privilégie les peaux traditionnelles, c'est-à-dire le veau, le cerf, des trucs comme ça, le croco, hein, parfois même des animaux en voie de disparition qui sont menacés ou menacés de disparition. Alors que le poisson, c'est vraiment quelque chose qui est consommé dans le monde entier et surtout même par la couche de population même la moins favorisée. Donc, la peau de poisson, c'est quelque chose qu'on trouve le plus partout. Donc, il était quand même temps qu'on pense dans le cadre écologique, justement, comme tu dis, ou dans le cadre de moins polluer, qu'on pense à utiliser ce matériau-là. Il y en a encore d'autres, hein, mais il faut juste explorer, il faut juste penser et explorer et prendre le temps de faire la recherche et le développement pour rendre ces matériaux-là exploitables. Ok. Et aussi, on en revient aux matériaux. Tu les trouves ici en Belgique ou tu vas les prendre en Afrique? C'est comment? Non, les matériaux, c'est en Italie. Tout en Parce que Italie. justement, de nouveau, il faut limiter l'empreinte carbone. Si je dois ramener le matériau d'Afrique, c'est plutôt faire le transfert du savoir vers l'Afrique pour que localement, les matériaux qui s'y trouvent soient exploités et utilisés localement. Si on doit exporter, on exporte plutôt en produit fini. En produit fini. C'est pour moi la meilleure démarche qui va, comment dire, je allier écologie, euh, euh, rentabilité et en même temps, oui, les deux éléments, donc écologique et rentabilité, parce que le but, c'est de faire vivre les gens confortablement avec ce qu'ils produisent. Mais, Mhm. mais localement, en Italie, on a tout ce qu'il faut pour la production et pour la création. Oui, c'est le pays de la mode, hein, ce qu'on Voilà, dit. voilà, Voilà. Mhm. voilà. Donc aussi, voilà, je sais aussi que tu collabores beaucoup avec d'autres marques italiennes aussi, hein. Oui, oui. Oui. Et je pense que pour toi, allez, quand je vois tes produits, c'est un de tes points forts aussi, qu'en même temps aussi, tu es quelqu'un qui aime collaborer, qui aime être en partenariat aussi. Et ça apporte chaque fois, je pense, un plus aussi, non? Oui, je pense que quand on démarre dans cette industrie-là, tu sais, c'est très dur quand même, Mijan. C'est coûteux, c'est dur, c'est, comme je dis souvent, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus, comme on dit souvent dans la Mhm. Bible. Euh, Exact. ce qui veut dire que il faut vraiment beaucoup de chance pour émerger. Mais pour moi, l'une des possibilités que je trouve les plus, quand on commence, c'est les collaborations. Parce que quand tu collabores avec une marque, tu investis un tout petit peu et la marque aussi investit un tout petit peu. Et au final, vous sortez un produit. Donc, vous mutualisez vos forces et vos intelligences et vos capacités pour pouvoir sortir un produit qui va satisfaire tout le monde. Mais dans mon cas, par exemple, j'ai la chance que jusqu'ici, je suis, avec les sacs ici, je suis à ma sixième collaboration en co-branding. C'est ma sixième. Wow. Donc, en 3 ans. C'est beaucoup. Oui, c'est Incroyable. beaucoup. Oui, 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 c'est beaucoup. En Mhm. 3 ans, c'est la sixième collaboration. Et voilà. Mais j'ai la chance que je n'ai rien investi. Je n'investis pas parce que généralement, c'est les marques qui viennent me chercher pour dire, ah, mais faisons telle chose, et j'ai le choix.
Donc, elles investissent sur mon nom. Je leur donne la possibilité d'utiliser mon nom contre rétribution. Elles investissent Oui. sur le nom. Et puis après, je pousse les produits et j'essaie d'utiliser mes relations pour faire rentrer les produits dans les magasins ou pour la vente en ligne, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. J'ai cette chance-là que de ne rien payer en termes d'investissement. En termes Mhm. d'investissement. Mais aussi, si je ne paye rien, c'est parce que, quelque part, il y a Tu eu un rapportes, travail qui a été fait. oui. Voilà. Pour Et tu rendre, rapportes aussi d'autres connaissances, tu apportes ton expertise à la boîte, c'est ce que je comprends là-dedans aussi. oui, une autre vision, mon interprétation des modèles, j'apporte. Et puis les boîtes en ont besoin parfois pour renouveler leurs idées Oui. créatives. Et de la couleur, hein, parce que quand j'ai vu ta collection, c'est surtout, tu apportes toutes les couleurs. Allez, tu sais bien marier les couleurs ensemble. Oui, j'essaye. Je pense que de toutes les façons, d'ailleurs, la crise, malheureusement, que nous vivons, nous donne raison de dire que le monde a de plus en plus besoin de couleurs, de soleil, de lumière pour pouvoir avancer. Parce que je pense que le monde, les choses sont déjà suffisamment difficiles comme ça que Mhm. que de présenter des créations ternes, des créations qui ne sont pas, je veux dire, qui doivent se contenter d'être discrètes. Je pense que de temps en temps, on a besoin de peps, on a besoin des choses assez, comment dire, sans tomber dans l'extravagance, parce que je n'aime pas non plus l'extravagance, mais faire des choses qui apportent de la gaieté, de la joie aux gens, parce que le monde en a besoin. Ok. Et on arrive à la crise, hein, avec la crise qu'il y a actuellement. Comment est-ce que tu vois la mode évoluer surtout? Parce qu'on dit il y a beaucoup de choses qui sont limitées, repoussées même, reportées ou même annulées. Comment est-ce que toi, tu vois cette période-ci qu'on vit pour le moment? Parce que la période précédente, je continue un peu, c'était une période qui était assez agitée. On devait présenter plusieurs collections par an et maintenant, tout est en stand-by. Comment est-ce que tu vois le futur, tu appréhendes cette période aussi? Mais j'ai partagé un article Un coup de gueule de Monsieur Giorgio Armani. Mhm. J'ai lu son texte. Exactement. Parce que, honnêtement, c'est une pression. Tu sais, paradoxalement, quand j'ai reçu le mail, comme beaucoup d'autres personnes, de l'organisation du PT, qui disait que on a repoussé le salon du PT pour septembre, j'étais soulagé. J'étais soulagé parce que c'est une Que, pression énorme. Bon, mhm. tu imagines que en juin passé, en juin, j'ai Mhm. présenté les chapeaux qui sont accrochés là au mur, justement à Florence. Et en janvier, 6 mois plus tard, Les je devais sacs, présenter, je devais présenter les sacs. Et à peine, oui. Allô? Oui. oui, à peine tu as tout emballé, à peine tu es rentré, que tu t'es posé, qu'il faut déjà penser au pitié de juin et à ce que tu dois présenter tous les 6 mois. C'est une pression énorme. C'est une pression énorme. Oui. Et chaque fois, il faut faire quelque chose. OK, voilà. Voilà. OK. Donc, je disais que c'est une pression vraiment très, très grande. Tu vois? Oui. Tu- tu- oui. Et parfois, parce qu'en fait, il faut imaginer que quand tu quittes d'un salon, Mhm. euh, après le PT, très souvent, on se retrouve à Milan. Exact. Après C'est Milan, c'est Paris. Paris. Donc, voilà. Donc, ainsi de suite, tu as déjà un mois à l'extérieur. Et quand tu rentres, il faut maintenant relancer les visiteurs qui étaient là, les magasins, tout ça. Il faut envoyer les catalogues à gauche, à droite. Il faut faire un petit travail de promotion, tout ça. Mais pendant que tu fais ça, il faut déjà commencer à réfléchir à la prochaine collection. Mhm. Il faut déjà commencer à réfléchir à la prochaine collection. Donc, c'est trop de pression. Donc, honnêtement, quand j'ai reçu le mail du PT qui disait, ah, mais c'est, voilà, on a repoussé en septembre, mais j'étais soulagé parce que ça laisse le temps vraiment de souffler, de passer un peu de temps en famille avec les enfants et même de réfléchir à la prochaine collection parce que parfois tu acceptes des choses parce qu'il faut faire Mhm. quelque chose.
tu vois. Donc, au final, les choses, on a repoussé beaucoup de choses. J'avais un événement très, très important sur Abidjan avec la maison Oui, Stabal, tu m'en as parlé. mais vraiment très important, qui a été repoussé également parce qu'on ne sait plus très bien à quel moment les choses vont s'améliorer, mais ça a été repoussé à une date ultérieure. Mais pour moi, c'est un mal pour un bien. Honnêtement, c'est un mal pour un bien. Bon, maintenant, comment est-ce que je vois la suite de l'industrie? Je pense que maintenant, comme je l'ai dit dans une interview pour un journal Oui, italien, il faudrait de plus en plus, qu'on introduise le côté moral, dans la oui, réflexion, dans la façon de conduire ou bien d'agir dans l'industrie de la mode. Parce que c'est une chance unique de voir des nouveaux acteurs émerger. C'est une chance unique d'arrêter cette course effrénée aux collections, parfois qu'on évacue, qu'on ne vend même pas, mais qu'on est obligé de laisser de côté et autre passer à chose, une autre exact. collection. Mm. Oui, Donc, je pense que cette période, c'est vraiment une période de réflexion et aussi une chance, une opportunité de dire stop et reprend, mais d'une autre manière. On fait, oh, oui, oui, c'est vraiment cela. exactement, Et aussi, comme on est arrivé là aussi, exactement. comme tu dis, on a eu le petit qui est là. Oh, je voulais aussi te montrer, tu vois, il y a même l'article que j'ai ici sur le petit. Ah Moi, j'ai oui, eu la même super, chose, merci. comme dire, je Merci. suis venu de petit, revenu de Milan, et puis tout d'un coup, tout été mis en stand-by parce que, oui, avec la crise qui s'est passée, mais ça a donné aussi une opportunité de réfléchir là-dessus. Donc aussi, je voulais demander pour toi, où est-ce Mhm. que tu en es, parce que je sais que tu as produit la collection devait sortir. Est-ce que c'est arrivé déjà dans les boutiques ou pas encore, ou tu as dit, je reporte pour un peu plus tard aussi? Disons que la collection, on l'avait à peine installée dans le Mhm. showroom à Milan, parce que il faut dire aussi que d'ici, justement, ça devait se faire en Mhm. juin. Je devais être en showroom à Milan. Donc, on met, bon voilà, mais tout est en stand-by hein, dans le monde Mhm. entier. Tout est en stand-by. Mais la collection était déjà en showroom, parce qu'à partir du showroom, on devait commencer à faire la distribution, parce que ça allait rentrer dans le catalogue des autres produits de ce showroom-là. Et à partir de là, on devait commencer la distribution. Donc, ça a juste repoussé, mais ça n'a pas changé les objectifs. Et même par rapport au showroom, comme je te dis, à Milan, où je vais être définitivement présent, on a juste repoussé les choses. J'ai encore reçu les mails, on a juste repoussé les choses, mais les projets restent toujours d'actualité parce que plus que jamais, en tout cas, moi personnellement, je pense que je dois maximiser ma chance, par exemple, de venir du continent africain parce que c'est une double culture et c'est un Mhm. avantage d'avoir d'être imprégné dans la culture occidentale, mais de venir aussi d'une culture qui est différente, mais qui peut apporter quelque chose et qui peut aussi constituer, au Oui, final, parce que on fait du business, hein, qui peut aussi constituer une force de business vraiment indéniable en termes de vente. exact. Voilà. Non, c'est ça aussi qu'on voit vraiment dans les produits ici. On voit souvent aussi l'inspiration qui vient d'Afrique aussi. Et c'est une force, c'est quelque chose qui dit qui apporte une touche allez, plus colorée aussi. Oui, oui, je pense que déjà, moi, à titre personnel, j'aime trop l'idée de... J'aime mener des réflexions plutôt universalistes. C'est-à-dire, je pense qu'aucune culture n'appartient à personne. Aucune culture n'appartient à personne. La culture appartient à l'humanité. Par exemple, tu vois, quand il y a eu quelques années en Afghanistan, les Bouddhas de Bamiyan ont été bombardés Oui, par les talibans. Mais c'est le monde entier qui s'est levé pour dire non, c'est pas possible, il faut arrêter. Quand la mosquée de Tombouctou oui, au Mali a été attaquée par les djihadistes, c'est le monde entier qui s'est levé pour dire non, ça c'est pas possible. Voilà, parce que je pense que la culture appartient à l'humanité. Donc, moi, très souvent, quand je crée, quand je fais des choses, je ne pense pas uniquement à l'Afrique. Je me dis,
il faudrait que le gars qui est à Hong Kong, le gars qui est en Thaïlande, le gars qui est à Oui, Paris, qui puisse porter ce produit sans forcément se poser des questions. Il doit porter ce produit parce que il aime bien, parce qu'il aime bien. Même les éléments d'une culture ou d'une autre culture qui sont présents, comment dire, oui, ça reste quelque chose qu'on peut intégrer dans la vision globale de la culture. Donc, je ne suis pas, parce que en fait, je ne suis pas quelqu'un de revendicatif. Voilà. Je suis pas, je veux pas marcher tout le temps en disant je suis africain, machin, parce que africain je suis, ça se oui. voit. Je n'ai rien à Donc, on revendiquer, doit plus je le n'ai dire, rien on à le voit dire. déjà. Ça se voit que ça se voit comme toi, ça se voit que voilà, on vient de cette terre-là finalement. Donc je n'ai rien à revendiquer. Donc dans mes créations, j'ai pas forcément besoin de m'afficher avec des symboles de l'Afrique, des trucs comme ça et tout ça. Je fais à l'instinct. Si à un moment donné, c'est l'univers japonais qui m'inspire, je m'appuie là-dessus. Si c'est le chinois, je m'appuie. Si c'est thaïlandais, je m'appuie. Si à un moment, comme j'ai utilisé par exemple ces perles du Kenya à un moment donné pour mettre sur des chapeaux qui sont accrochés là-bas, mais qui étaient très beaux, très soft, vraiment finement faits, ça m'avait inspiré à un moment, j'ai voulu en faire une collection Maasai. Mais c'est comme ça. C'est pas une revendication. C'est juste l'état d'esprit du moment. Parce que, on l'a très bien vu d'ailleurs, l'actualité récente, c'est le coronavirus. Ça part de Chine, ça envahit le Ça monde touche tout le entier. monde. Ça, Donc, ça ne fait pas de ça touche différence. tout le monde. Voilà, ça ne fait pas de différence. Donc, je pense que aujourd'hui, le monde est tellement interconnecté que même culturellement, même culturellement, il est. Très souvent, on va au fin fond de l'Afrique, on va avoir un papa qui est habillé en veste cravate. Bah, ça n'a rien à voir avec la culture africaine. Pourtant, il est dans un village, il est en veste Exact. cravate. Autant que je pense que ce soit le Faso d'Anfani, ce tissu burkinabé, que ce soit le Bogolan, que ce soit le Kuba du Oui. Kasaï du Congo, on devrait pouvoir les trouver en Russie qui sont très bien portés. On devrait pouvoir les trouver en Asie qui sont très bien portés, comme l'inverse se Mhm. fait aussi. Donc, moi, ma vie, ça c'est ma vision, ma façon de penser, que voilà, on est la culture universelle et à partir du moment où on est en acquaintance, selon l'humeur, selon le moment, avec telle ou telle autre culture, on devrait en faire quelque chose ou en faire ce Mhm. qu'on veut. Donc, si je t'entends parler, il y a aussi encore un gros travail à se faire là-dessus, parce que l'inverse, on le voit de plus en plus, mais sorti des pays d'Afrique, ici, il y a encore, je pense, une démarche à être effectuée dans ce sens-là, qu'on dit qu'on retrouve tout un peu partout dans le monde aussi. Mais c'est quelque part, c'est aussi aux Africains de pouvoir. J'ai eu nous avons eu un débat hier parce qu'on a fait un Twitter chat hier avec des créateurs camerounais. On était une quinzaine et je disais la même chose. C'est-à-dire que pourquoi les autres cultures se sont imposées? Les autres cultures se sont imposées culture vestimentaire ou culture du luxe, enfin, ou Créatif. créative. Se sont imposées parce que il y avait aussi une politique, une vision de ces gens-là, des dirigeants de ces pays-là. Tu sais, si la création, aussi énergétique qu'elle soit, n'a pas de soutien politique, n'a pas de vision Mhm. politique, elle ne peut pas réellement émerger. D'accord? Elle ne peut pas réellement émerger. Tu sais, quand on regarde en Afrique francophone, tout le monde regarde TF1 et France 2. Mais quand tu vois le présentateur, les présentateurs vedettes, ils sont habillés à l'occidental, ce qui Oui. est normal, ce qui est normal. Mais à travers ces images-là, qui sont surconsommées en Afrique, il y a également une culture qui est vendue, la culture occidentale ou française, ou belge, Exact. peu importe. Imaginons l'inverse, que si en Afrique ou dans certains pays d'Afrique, on avait des chaînes, des médias puissants et que les présentateurs vedettes de ces médias, qui pourraient être mondialement connus, s'habillent dans leur culture, présentent leur culture à travers leur port vestimentaire. C'est de cette manière-là que cette culture pourrait être vendue, pourrait être vue comme cool et pourrait petit à petit, entrer dans les mémoires Mhm. des gens.
C'est aussi simple que ça. Donc, pour moi, je pense que c'est à l'Afrique de se lever, de penser une politique culturelle, de penser à une expansion culturelle et de penser et de comprendre que ce n'est pas par la revendication qu'on doit, comment on dit, vendre la culture africaine, mais c'est pas une réflexion, pas un investissement dans la communication et dans les médias. Christelle, je comprends très bien ce que tu viens de dire, mais en même temps aussi, je pense que c'est aussi culturel, chez nous en tout cas. Chaque fois, tu dois passer un cap parce que tu vois, la génération même avant a eu cette méditation européenne plutôt, qui a été très beaucoup dans notre culture. Et si tu dois passer, d'abord, tu dois passer déjà cette cap-là pour dire, OK, j'ai ma culture et je vais faire tel truc. Je te donne un exemple. Par exemple, les cheveux. Je porte des cheveux crépus. Et une des trucs, j'ai dit à un moment à ma mère, j'ai dit, je veux garder mes cheveux tels comme elles sont, africains, afro ou quoi que ce soit. Alors elle dit, mais pourquoi est-ce que tu veux garder les cheveux qui sont immaniables? Il faut vraiment que tu les... Allez, qu'elles soient vraiment... Les Oui, traites, exactement. que tu les Qu'elles soient vraiment mises dans l'ordre et tout ça dans le pli. Il faut vraiment que tu les peignes de telle façon. Je dis, mais comment est-ce qu'on faisait ça avant? Alors elle dit, non, il faut que tu les traites bien de cette façon. C'est déjà une culture qui est déjà là et qui est déjà transmise depuis des générations. Tu dois déjà dépasser cela et déjà avoir un caractère déjà fort pour dire non, moi je veux ma culture africaine, je veux la voir comme elle était dans le temps, etc. C'est cette partie-là aussi qui joue d'habitude. Hein. je suis absolument d'accord avec toi. C'est-à-dire, en fait, c'est global, hein, c'est vraiment, je comprends vraiment très bien ta réflexion. C'est un problème global et il faut le prendre dans sa globalité. Mais ça part de l'éducation, déjà à l'école. Parce que tu sais, en fait, je vais te prendre un exemple très simple. Haïti, qui est considéré, qui est la fierté du peuple noir, le pays Haïti, de par son combat, de par le fait que ça a été le premier pays à montrer aux Noirs du monde entier qu'ils avaient la capacité, qu'ils étaient des stratèges à travers Toussaint Louverture, Mm -hmm. à travers Toussaint Louverture et, et sa victoire sur Napoléon. Napoléon, c'est la splendeur de la France, c'est le grand stratège, c'est le grand machin, tout ça. Mais Toussaint Louverture l'a mis à Mm -hmm. genoux. Et en retour, la France fait encore payer à Haïti jusqu'aujourd'hui cette défaite qui était inacceptable. Mais pour les Noirs du monde entier, ça a été, ça a été tout simplement une fierté encore aujourd'hui indescriptible. Indescriptible. Mais est-ce que, Mijan, tu penses que ça, c'est appris à Non, l'école aux jeunes c'est même enfants effacé noirs? dans l'éducation actuelle. Exactement. Exactement. On veut bien nous apprendre l'esclavage, on veut bien nous apprendre la traite négrière, on veut bien nous apprendre comment on a été victime pour que éternellement on soit dans la position de victime, qu'on ressasse ça toute notre vie, qu'on a été victime et qu'on soit dans la colère toute notre vie. Mais la colère, on est d'accord, toi et moi, Ça que sert, si on est en permanence dans la colère, on oui, ça ne n'avance sert à pas. rien. Mais ça ne sert à rien. Je suis Oui, absolument. On est sur la même longueur d'onde. Par contre, par contre, si on m'avait appris, moi, à l'école, que j'ai des héros, d'accord? Toussaint Louverture, Léon Gontran Damas, tous ces grands écrivains, ces grands éclaireurs, ces grands inventeurs noirs américains, mais noirs, d'accord? Euh, exact. si on m'avait appris ça, j'aurais eu des référents, j'aurais eu des, comment dire, des éléments de fierté Mm -hmm. personnelle et de me dire que ça, si ces gens-là ont pu il y a 200 ans, alors aujourd'hui, je dois m'accrocher à ma culture pour pouvoir aussi faire des choses, des miracles comme eux. Donc, c'était pour dire quoi? Que déjà le logiciel Mm -hmm. d'enseignement qu'on utilise pour nous transmettre le savoir a déjà un problème. Exact. Il a déjà un problème. Il nous enseigne pas la fierté de nous-mêmes, l'appropriation de notre culture. Donc, comment veux-tu que quelqu'un à qui on a asséné toute sa vie, qu'il est victime, qu'il est victime, qu'il est victime, comment veux-tu qu'il ne se voie pas comme victime
et même encore. Donc, c'est assez terrible. Et le problème, il est là. Le problème, il est là. L'enseignement, tel que c'est transmis, c'est tout simplement comment dire, le fruit du colon, et ça reste un problème. Donc, si on doit inverser les choses complètement, il faut qu'on repense à la manière dont l'enseignement est transmis avec des valeurs nègres, si tu veux, comme le disait Césaire, avec des valeurs nègres, avec des référents nègres, avec tout ce que le peuple, la négritude a apporté vraiment d'exceptionnel et de positif. Voilà, donc c'est ça. Après, maintenant, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous-mêmes, individuellement, chacun doit pouvoir trouver sa propre route. C'est ça, trouver ses propres référents. Et c'est pour ça que je dis que moi, je ne suis pas quelqu'un, à titre personnel, qui suis dans la revendication ou dans la victimisation. Voilà. Le monde est tellement compliqué, chacun doit trouver sa voie, chacun doit aller à l'intérieur de lui-même, parce qu'on est humain, trouver la force de pouvoir avancer et tracer sa propre route, sans être dans la revendication, mais savoir que le monde, c'est vraiment un champ de bataille dans lequel il faut lutter pour aller ramener Ok, trouver ton pain. je t'interromps un peu. C'est aussi ce que tu transmets à travers ta fondation aussi, parce que c'est ça, hein, c'est ces valeurs-là, oui, c'est ce que les gens doivent retenir pour vraiment avancer. Je pense que c'est des trucs qui nous poussent vers l'avant. Quand je t'entends parler, j'ai dit, moi j'ai grandi avec ça. Je me souviens des cours d'histoire à un moment que je demandais à mon professeur, cinquième année, j'ai dit, ben, ils sont où les personnages africains ou noirs dans l'histoire? Est-ce qu'il y en a quelques-uns? Et j'ai posé cette question au début, ils pouvaient malheureusement presque pas m'en citer un. Et puis du coup, il y a quelqu'un, une amie de ma mère qui m'a dit, ben, il y en a dans l'histoire, elle m'a commencé à montrer, et elle m'a dit toujours qu'il y a beaucoup de capacités. Et puis, chaque fois que j'allais, elle me disait, ah, je te vois plus tard, tu peux devenir ça, tu peux faire ça et ça. Et ça m'a vraiment encouragé dans ma vie à moi oui, d'aller de l'avant aussi, de voir les choses positives. Tu vois, c'est ça qui est très important Oui. dans cette... Non, mais c'est ça. Tu sais, à travers la fondation de Fustel, je dis souvent aux jeunes, enfin, je vais dire surtout aux jeunes filles, parce que c'est souvent dans la marginalisation, elles sont encore plus marginalisées, malheureusement. Mais je dis globalement aux jeunes que, mais je prends toujours l'exemple sur moi. Je leur dis, on est dans un village rural, mais vraiment au fin fond du Cameroun. Je leur dis, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait une partie de mes études ici. Et aujourd'hui, j'arrive à faire quand même des choses qui restaient pour moi un rêve. J'arrive à, à accomplir ce que j'aime, à faire ce que j'aime, à vivre de ce que j'aime. Donc, mais surtout, je leur dis que si moi j'arrive à le faire, eux, ils peuvent le faire encore mieux que moi. Parce que déjà, j'ai pu le faire à une époque où il n'y avait pas tellement de possibilités en termes de communication. Parce que aujourd'hui, moi, je suis chez moi, je vis à la campagne, toi, tu es peut-être à Bruxelles, on communique. Mais j'aurais été à Singapour, on communiquerait toujours. À l'époque, ça n'existait pas. Mais il fallait y aller. Donc, mais je leur dis qu'ils sont capables. Si moi, je l'ai fait, sans être allé très loin dans les études, mais sortant de ce village, avec les outils qui à l'époque n'étaient pas suffisamment développés, eux, ils n'ont aucune raison de ne pas pouvoir le faire. Et ils doivent comprendre que c'est à eux. Il n'y a personne d'autre qui doit, comment dire, déterminer leur destin. Mais c'est à eux-mêmes qui doivent fixer leurs propres limites. Et si tu ne te fixes pas de limites, ben, tu peux aller le plus loin possible dans ce que tu as envie de faire. Donc, c'est vraiment, moi, ce que j'ai l'habitude de dire aux jeunes, c'est que ils sont capables de tout à partir du moment où ils se donnent les moyens, voilà, d'avancer. C'est tout ça, parce que je dis, je suis l'exemple typique du discours que je tiens. Voilà, je ne viens pas de loin pour dire ça, je suis juste l'exemple typique du discours que je leur tiens. C'est aussi simple que ça. Je pense que nous devons vraiment beaucoup motiver les jeunes, nous devons vraiment beaucoup leur transmettre comment dire, cette motivation-là, parce que ça devient très, très compliqué et eux, ils pensent que ce n'est pas possible, que ce n'est pas possible.
exact. Aussi, j'en reviens aussi, parce que tu m'as dit, moi je suis à Bruxelles, on est un peu loin, j'ai dit aussi, les produits. On peut aussi les trouver, on les trouve où? Sur le site web et aussi, Oui, on le trouve aussi le site parce que c'est une collaboration entre moi de Fustel et Zanforlini. Donc on le trouve sur le site web de Fabio Zanforlini. Et bon, naturellement, parce qu'avec cette crise, parce que j'étais au Cameroun où j'ai fait un peu 2 semaines, donc avec cette crise, on n'a pas pu justement faire entrer dans les boutiques. Donc c'est plutôt au showroom à Milan, à Rome dans une boutique et également à Milan dans une autre boutique. Mais online également, on les trouve sur le web store de Zanfolini, Fabio Zanfolini. Donc, voilà. et le lien, il est aussi disponible sur ton Instagram, je pense. Le lien, oui, le lien, il est disponible sur mon Instagram, mais même s'il ne l'est pas, je vais encore Oui, le comme ça, remettre. les gens qui nous suivent, ils peuvent aller et regarder directement tous les produits parce que je sais les photos sont très belles, donc ils puissent les Exactement. voir de cette façon-là aussi. Oui, oui, peut-être dire aussi aux gens, mes gens, que on a aussi un projet Oui, commun de faire quelque chose au prochain oui, Piti. exact. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Mais justement, ça rentre toujours dans le cadre des collaborations, comme on disait, parce que je pense que, tu vois, hein, et l'exemple de cette politique, c'est aussi Vigilablo, que tu connais, qui fait énormément de collaborations, Ben, et énormément. Oui, parce que tu vois, que ce soit avec Nike ou même encore oui, avec des marques japonaises, tout ça, il fait énormément de collaborations. Moi, je pense que c'est toujours quelque chose qui est très, très bénéfique, quoi. Donc, je dis aux gens que oui, à travers ton magazine Miro for You, on va faire une collaboration oui, à Florence. c'est ça. Il se doit, je dis, c'est un truc que dit, ça doit se faire. Mhm. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc c'est ça. Donc tout est, comme je dis, faut pas, les gens ne doivent pas se dire que non, les choses, on ne peut pas le faire, même si on n'a pas de moyens, il faut réfléchir à comment mettre ensemble les forces et les synergies Exact. pour pouvoir faire Mhm. des choses. Oui, c'est ce Ouais. que je dis aussi. J'ai dit, on a reçu une chose dans notre vie que dit, personne ne peut te prendre. J'ai dit, on a reçu, euh, allez, la capacité de réfléchir. Et je dis, ça c'est tout, ça, tout part de là. Je dis, hein, Oui, tout ce bien qu'on sûr, crée, tout le... bien sûr, bien sûr. Je Oui, pense que oui, c'est la première oui, ressource, hein. c'est ça. Tant que tu as Ouais, ça, il y a, tout le reste suivra. Et aussi, il faut dire, il faut aller de l'avant. Parce que parfois aussi, on se limite ouais, soi-même, ce que tu viens de dire. Les gens se donnent parfois des limites, mais c'est plutôt aller dépasser tout cela, dépasser ses craintes, ses angoisses et tout ça, et ouais. aller de l'avant. C'est ça qui est le plus important Oui, c'est aussi. ça. Ouais. C'est ça. C'est ça, et je pense que de toutes les manières, je dis toujours, quand la première chose dans tout ce qu'on fait, c'est la passion. Quand on est passionné Mhm. et quand on exprime sa passion, quand on ne lâche jamais, on trouvera toujours sur notre chemin, toujours, et je suis vraiment très convaincu de ça, quelqu'un qui nous tendra la main.